Voyons tout de suite l'ardoise du sommaire de notre émission de ce soir. Nos mémoires du zinc seront consacrées à Patrick Chenet pour le film Le prix à payer. Dans notre séquence décalage, Jacques Vergès nous parlera du film de Sidney Pollack, La firme. Jean-Pierre Mocky, dans Ping Pong, répondra à une critique de Pierre Vavasseur à propos de son dernier film, Le Deal. Annie Lemoine nous dira sa passion pour Françoise Sagan, tandis que Cadmerade nous livrera son journal intime. Enfin, notre performance sera assurée par l'imitateur Michael Gregorio. Voilà, maintenant que vous connaissez le menu, rejoignons Patrick Chenet pour ses mémoires du zinc. Les mémoires du zinc ce soir sont consacrées à Patrick Chenet à l'occasion de la sortie du film Le prix à payer, avec donc Patrick Chenet, Christian Clavier, Nathalie Baye, Gérard Lanvin, Géraldine Pellas. Alors ce film, Patrick Chenet, est vendu avec un slogan un peu rude, le cul ou le fric. Alors expliquez-nous, parce que des fois on a l'impression qu'on est embarqué dans une histoire un peu triviale. Alors de quoi s'agit-il ? Il s'agit de plusieurs couples qui ont du mal à perdurer, comme tous les couples en général. Et il y a un challenge, on va dire un pari qui est fait par Christian Clavier, que si tu veux plus coucher avec moi, Nathalie Baye qui est sa femme, il va falloir que tu te démerdes tout seul avec l'argent. Alors, on va regarder la bande-annonce. Ça, le film, oui, bien sûr, bien évidemment. On va y revenir. On regarde la bande-annonce. Richard, qu'est-ce que vous pensez de Madame Ménard ? Mais elle est très bien, Monsieur Ménard. Ne m'en voulez pas d'être un peu cru, mais je vis dans une totale inexistence sexuelle. Sauf le respect que je dois à Madame Ménard. Mais elle est comme toutes les autres. La vôtre, la mienne. Elle profite de notre pognon. Coupez-lui un peu les vivres à la vôtre, vous allez voir. On m'a volé ma carte et mon chéquier. Mais c'est bizarre, On dirait presque que ça te fait plaisir. Pas de cul, pas de fric. Qu'est-ce que tu dis? Pas de cul, pas de fric. Je peux aller nulle part, tu sais bien. Travail, ma fille, fait comme tout le monde. Tu m'aimes plus. Oh ma chérie, je me demandais si j'aurais ta visite dès ce soir. T'aurais pu attendre. Ça va. C'est incroyable, Richard. Elle y est allée sans rechigner. Ben vas-y, serre-toi, puisque c'est ça que tu veux. C'est normal, Monsieur Ménard, qu'est-ce que je vous avais dit? Oh, je sais pas ce que j'ai, je suis excitée. Qu'est-ce que tu veux? Je veux que tu m'aimes. Ah mais monsieur voudrait qu'en plus que je l'aime. Tu m'as cru? Je te supporte plus. Tu putes, tu rates, tu pètes. C'est très belle. Je suis très mariée. Pour dépenser et me faire passer pour un con, elle est forte. Connard. Oui. Pédé. Bourgeoise à la con. L'essuie celui-là, ça lui fera des souvenirs du temps où elle avait du pognon. Voilà, Patrick Chenet, on a vu donc l'ambiance, ça virevolte, ça va vite. Et vous dites vous-même, ça n'est pas simplement ça, c'est une comédie de mœurs qui pose des problèmes du couple et de l'argent, et aussi de comment on peut rester ensemble, durer. Comment faire durer son couple? C'est un vrai problème universel. Comment est-ce qu'on peut rester ensemble pendant 10, 15, 20 ans, voire plus, et puis avoir le même désir, le même... Et encore, vous avez le beau rôle, vous êtes l'amant. Voilà, moi je suis l'amant. Oui, c'est toujours... J'arrive au bon moment. Voilà. Nathalie Baye, si vous voulez, est un peu en repérage. Ouais. Elle cherche, elle trouve. Ouais. Et qui elle trouve? Moi. Ouais. Et puis voilà, tout ça n'a qu'un temps et les choses rentrent dans l'ordre. C'est-à-dire que voilà, notre histoire se termine après quelques coucheries exemplaires et formidables. Oui, parce que la morale de l'histoire peut être que bien évidemment les couples traversent toutes sortes de crises, que l'amant même peut servir à révéler cette crise, mais qu'à la fin... Et à réveiller les... Oui. Voilà, l'amant a comme fonction de réveiller la libido du mari, quoi. C'est ça ? Et j'y arrive très bien. Oui, j'ai l'impression que vous arrivez très bien. Alors vous savez, vous connaissez le principe de ces mémoires du zinc, donc Punching Ball donne l'occasion de traiter un sujet qui vous soit heurté, sur lequel vous souhaiteriez revenir, un sujet d'actualité, bien sûr. Alors j'ai choisi le Darfour. Oui, un drame, absolument. Voilà. Alors le mot génocide n'est pas encore prononcé au Darfour, on parle d'épuration ethnique. Voilà, donc il y a des populations qui sont en danger, non seulement qui sont en danger, mais qui ont déjà été décimées, pour beaucoup. Et je pense que, vous savez, tous les films qu'on voit sur le Rwanda, sur ce génocide affreux, il y a 3 films qui sortent par an là-dessus, devraient nous donner à réfléchir. Et je pense que ce qui se passe au Rwanda est en train de se passer un petit peu d'une autre façon
au Darfour. Le Soudan refuse l'intervention de l'ONU. Le Soudan, et puis c'est un peu compliqué parce que la Chine, qui est acheteur du pétrole du Soudan, a mis son droit de veto pour l'intervention de l'ONU. Alors il faut peut-être faire pression sur la Chine. Je ne sais pas. Oui. Vous savez, je ne suis pas un grand politique. Je suis pas oui, mais le droit d'ingérence, par exemple, est-ce que ce soit l'Occident ou l'ONU, un droit d'ingérence, doit exercer un droit d'ingérence, comme le demande Kouchner? L'Occident, enfin en tout cas, peut-être pas forcément l'Occident, mais l'ONU. C'est vraiment le cas de figure type où l'ONU doit intervenir pour protéger les populations. Est-ce que vous n'avez pas l'impression, mais c'est un petit peu obscène, je veux dire, qu'on hiérarchise les malheurs? C'est-à-dire qu'actuellement, on est très préoccupé par l'Irak, par l'Iran, même par ce qui se passe au Moyen-Orient, au Liban, et qu'on oublie un petit peu, j'allais presque dire, des contrées qui sont un petit peu lointaines, même presque culturellement pour nous. Oui, mais le Rwanda était lointain aussi. Et finalement, peut-être l'exemple du Rwanda et du génocide rwandais, c'est vrai, ça peut conscience et faire que, oui, il y a eu le Rwanda, alors maintenant il y a le Darfour. Alors il faut faire quelque chose. Rwanda, on était un peu impliqué, on ne l'est pas au Darfour. Non. Ça fait une grande différence, mais bon. Enfin, en tout cas, ce soir, c'était bien que vous évoquiez le Darfour, qu'il ne faut pas oublier. Ping-pong, c'est notre séquence qui est matérialisée par cette petite balle. Voilà. Alors dans cette petite balle, c'est l'occasion pour moi de vous parler dans le métier artistique. On a une petite gazette, Patrick Chenet, charmant garçon, ça doit vous dire quelque chose. Une petite gazette qui recense les articles qui n'ont pas forcément été très agréables pour nos invités, de façon à ce qu'ils réagissent. Alors Patrick Chenet, charmant garçon, ça a été votre première réalisation au cinéma. Ouais. Alors, je lis ce qui a été dit à l'occasion. Pour ne pas se perdre dans son film, Patrick Chenet est obligé d'aboyer, rage, panique, qui emporte dans sa violence toute velléité d'installer un ton de comédie. Du coup, on ne sait plus très bien pourquoi on est venu. Voilà un exemple pas agréable, j'en conviens. Oui, comment vous recevez ce type de critique? Mal, mais... C'est Ciné Live. Oui, le Ciné Live, oui. Oui, mais le truc, c'est que j'ai eu d'extraordinaires critiques pour ce film. Ouais. Donc il est normal que dans le paysage de la critique, vous savez, les films sont des produits extrêmement exposés, donc il y a par définition des mauvaises critiques et des bonnes critiques. J'ai eu de très très bonnes critiques. Oui. J'ai eu des prix de meilleurs meilleur jeune réalisateur à Saint-Jean-de-Luz. À Saint-Jean-de-Luz. Absolument, bien sûr. J'étais très étonné d'avoir un prix de meilleur jeune réalisateur à mon âge. Oui, absolument, oui. Voilà. Mais vous disiez ça. De façon générale, les mauvaises critiques ne m'atteignent pas vraiment. C'est pas une coquetterie. C'est comme ça. Vous l'avez remarqué, on a eu du mal à en trouver sur vous, il faut reconnaître. Là, on a celle-ci, on la met en grand, mais je vous avoue qu'on a eu beaucoup de mal à trouver de mauvaises critiques vous concernant, que ce soit dans votre travail d'acteur. C'est quand même assez satisfaisant. C'est pour ça qu'on part de celle-là, mais on arrive là. Ce film Charmant Garçon est considéré comme un film culte. Vous savez qu'il y a une association des amoureux de Charmant Garçon. Bon, il y a quelque chose dans ce film de très particulier. Et quand on est très particulier, on s'expose. Mais en même temps, mais nous donne l'occasion. C'est vrai que ce mec, le rôle que je joue, est très dérangeant, très énervant. On peut ne pas adhérer du tout. Oui, d'accord. En même temps, il est très sympathique et très charmant. Critique, collector pour film culte. Voilà, c'est quand même pas mal, non? Voilà. Donc ça, c'était notre séquence ping-pong. Je reprends cette petite balle qui la matérialise. Notre passion d'auteur, c'est l'occasion pour notre invité de nous parler de quelqu'un d'important pour lui dans le domaine artistique. Qui avez-vous choisi? J'ai choisi Charlie Chaplin. Alors, pourquoi Charlie Chaplin? Quand j'avais 20 ans, je voulais être Charlie Chaplin. Ah oui. Et je ne suis jamais franchement arrivé, si vous voulez. Mais je me disais, c'était une espèce de fantasme. Je disais, je serais Charlie Chaplin, je serais un acteur comique de dimension internationale, et puis je réaliserais mes films. Ouais. On est très prétentieux avant tout. Non, mais... alors comment ça se matérialisait? Vous imitiez? Vous regardiez tous les films? J'imitais très bien. J'ai vu tous ces films 15 fois, j'ai lu toutes ces biographies. Et là où on voit que c'est un grand cinéaste, peut-être c'était à l'époque où on pouvait faire du cinéma, je ne sais pas, il mettait 2 ans pour tourner ses films, et puis quand ça ne lui plaisait pas, il retournait. Ouais. Et puis, moi j'ai vu une émission une fois à la télé qui m'a absolument scotché, c'était que des séquences entières, par exemple dans les lumières de la ville, qui ne sont pas dans le film, qui ont été montées, mais qu'il a viré au montage, parce que pour l'équilibre du film, enfin, le problème du montage. Comme disait Faulkner, le montage consiste à se séparer des choses qu'on aime le plus. Oui, c'est une belle formule, absolument. Pour des raisons d'équilibre du film. Et parfois. Bon. Et c'était dans cette émission de télévision que j'ai vue tout à fait par hasard sur Chaplin, il y avait des séquences mais de génie pur qui ne sont pas dans ces films. Et après, les derniers films de Charlie Chaplin vous ont autant passionné?
Non, un peu moins. Vous savez, Charlie Chaplin a une grosse difficulté, c'est de passer du muet au parlant. Et ces films parlants sont très bons, mais ils n'ont pas la grâce et la magie des films muets, quoi. En tout cas, merci pour cette passion pour Charlie Chaplin. Journal intime. Alors le journal intime, c'est l'occasion avec une caméra, cette petite caméra, de vous proposer de nous emmener dans un moment plus intime. Qu'est-ce que vous avez choisi? Bah, écoutez, j'ai envie de parler de tous ces jeunes gens là. Oui, ça devrait vous toucher lorsque c'est vrai, je comprends. Qui ont 20 ans, qui 22 ou 19, qui boivent des coups, qui vont peut-être rentrer en voiture tout à l'heure. Ouais. Voilà, et parce que il m'est arrivé un gros problème dans ma vie. Et votre Qui est fils, très récent, oui. Et je suis en train qui est mort. Donc, de retour d'une soirée dont on peut peut-être dire voilà, qu'elle a il été... ne conduisait pas, hein. C'est pas lui qui conduisait, mais... Le chauffeur a pris le périphérique en sens contraire. Oui, ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'il n'y avait pas de sens interdit à l'entrée du périphérique, enfin à la sortie. Donc comme il était cané, c'est vrai qu'il était 3h du matin, il l'a pris. Il a eu un accident inévitable pratiquement et mon fils est mort. Et vous avez créé une association? J'ai créé une association pour essayer de donner un sens à tout ça et de me battre pour que les gens, les jeunes, oui, ne conduisent pas bourrés, quoi. Oui, et il y a aussi, et vous savez, on a mis en évidence des pratiques des jeunes générations, c'est-à-dire de cette façon de s'alcooliser très vite pour être vite. Oui, c'est la défonce. Oui, la défonce rapide, qui est relativement nouvelle par rapport à ce qui se passait auparavant. Donc cette association, qu'est-ce qu'elle a comme activité? Comment vous intervenez, vous, par exemple, dans cette association? La façon dont je vais intervenir, c'est en travaillant avec la sécurité routière et d'autres organismes, comme Émergence par exemple. Moi j'ai remarqué que les jeunes étaient très influencés par l'image. Ce que je voudrais, c'est faire des clips, je ne peux pas, des spots qui ringardiseraient. Parce que celui qui refuse de monter dans une voiture parce que les mecs sont bourrés, c'est un ringard, c'est un con, c'est un pêcheur de tourner en rond, etc. Sauf que quand on dit non, il y a une espèce de certain respect. Ouais. Donc c'est de faire en sorte que les jeunes, au moment où il faut monter dans la voiture, où on va conduire en sortant de la boîte et qu'on est un peu bourré, de dire non. Et que quand on conduit et quand on prend le volant alors qu'on est bourré, qu'on sort de boîte, on est un con, un plouc, un ringard. C'est ça que je voudrais faire passer. Alors c'est une association, elle est créée, on peut la contacter? Oui, Ferdinand, l'association Ferdinand. Vous avez raison, c'est un problème important. Il y a un nombre considérable de jeunes gens tués sur les routes et je trouve que cette association est plus que nécessaire. On se bat pour le Darfour, mais il faut aussi se battre pour cette espèce d'énorme scandale qui fait qu'on accepte que tous les ans, il y a 5000 personnes qui sont tuées, dont 2000 jeunes. Ouais. Écoutez, vous voyez, on est parti du Darfour, on est arrivé à l'association Ferdinand. Voilà, pour mieux comprendre, mieux vous expliquer pourquoi on aime la patte de Patrick Chenet. Voilà. Alors, je rappelais votre film, Patrick Chenet, Le prix à payer. C'est sorti le 4 avril. Là. En tout cas, Patrick Chenet, moi, ça m'a fait moi, c'est très plaisir. Je vous aime beaucoup en plus. Merci beaucoup. Jacques Vergès nous parle de la firme. Le nom de Jacques Vergès est synonyme d'affaires, de grandes affaires judiciaires dans lesquelles souvent sont impliquées des personnalités présentées comme indéfendables. Klaus Barbie, Slobodan Milosevic ou Carlos. Il sait aussi se faire défenseur des faibles contre les puissants, comme pour Omar Haddad. Dans son dernier livre, Que mes guerres étaient belles, paru aux éditions du Rocher, il revient sur les grands dossiers qu'il a traités et surtout sur les raisons qui ont motivé ses différents engagements. Dans Décalage, Jacques Vergès nous parle de La Firme, le film de Sidney Pollack basé sur un roman de John Grisham avec Tom Cruise, Chad Triplehorn et Gene Hackman. Le film sort en DVD chez Paramount Home Entertainment. Un thriller dans lequel un jeune avocat ambitieux va être confronté à un dilemme que Jacques Vergès connaît bien. Comment défendre un client indéfendable sans trahir son serment d'avocat? La parole est à Maître Vergès.
Un procès, c'est un dossier pénal, c'est l'argument d'une tragédie. C'est le sommaire d'un roman. Et nous, avocats, nous sommes spectateurs, nous sommes lecteurs, nous sommes confidents. Et à la fin, nous sommes co-auteurs parce que le 5e acte de la tragédie, nous contribuons à l'écrire. Tu sais ce que c'est 96 000 $ par an? Et ici, c'est 150 000 à New York. Tu voyais ton cher mari gagner un pareil salaire? Absolument. C'est vrai? La firme, c'est curieusement le nom d'un cabinet d'avocats. C'est un film de 1993 de Sidney Pollack. Tom Cruise dans le rôle principal, Gene Hackman dans le rôle d'un avocat un peu filou et désabusé, et puis Ed Harris dans le rôle du flic. Eh bien, vous avez un jeune type, il fait de bonnes études, c'est un type brillant, et il est embauché par la firme. Il est pour nous le tout premier élément à coopter, en quelque sorte, et il s'est fait courtiser par les boîtes de premier plan à New York, à Chicago, j'en passe, et des meilleurs. Alors c'est à nous de lui faire apprécier notre petite firme, ici, à Memphis. Mais en attendant, il va tâcher de ne pas rougir comme un collégien quand je vous apprendrai que Mitch est sur le point d'obtenir son diplôme à Harvard avec mention. On va le séduire, on va lui assurer des revenus extrêmement importants, on va lui donner une voiture, on va lui donner les conditions pour avoir une belle maison. Il vient d'un milieu extrêmement modeste. Il a caché son origine au patron de la firme. Il a caché, par exemple, qu'il a un frère en prison. Ça y est? T'as fini ton droit? Oui? Le costard, ça trompe pas. Alors du coup, tu bosses à Wall Street? Tu disais toujours... Non, pas là, j'ai juste... J'ai opté pour une firme sur l'autre rive du fleuve, à Memphis. Memphis? Ceci explique aussi sa volonté d'arriver, d'échapper à son origine. Si je divulgue certains éléments secrets, je détruis la confiance client-avocat, je suis radié du barreau et je suis amené à déposer contre la mafia. Eh bien, malheureusement, Mitch... Répondez franchement. Est-ce que vous êtes fou ou malade? Il apprend que 2 d'entre eux sont morts dans un accident de plongée. Kosinski et Hodge. Bob Lam et Alice Krauss. Ça fait 4 avocats sur 41 qui sont morts. En moins de 10 ans. Mais aucun d'eux n'avait plus de quoi? 45 ans? Ça bat les statistiques les plus pessimistes des assurances-vie. Mais lui, en ouvrant les portes, va entrer dans une pièce, voir des dossiers, et va s'apercevoir qu'il y a là les dossiers des avocats qui sont morts, ou plutôt qui ont été tués, avec l'indication de la mafia. Et là, là, il commence à avoir les jetons. Vous dites que ma vie est en danger? Je dis que votre vie telle que vous l'avez connue, c'est terminé. Votre firme est le seul et unique représentant de Morolto, une famille du crime de Chicago, donc de la mafia, de la pieuvre. Il a été contacté par le FBI déjà. Mais il se dit, si je dénonce les activités de la firme, c'est-à-dire en définitive les clients, il rompt son serment d'avocat. Je crois que j'ai peut-être trouvé une issue. C'est risqué, mais c'est... Oui, c'est légal. Lui, à ce moment-là, contrôle les autres factures de la firme et s'aperçoit qu'effectivement, c'est une méthode de la firme. Tout est surfacturé. Il a les factures, mais la firme s'est rendue compte du rôle de Cruz. Et on envoie les tueurs. Il va voir les patrons de la mafia, il leur explique « Je ne vous ai pas balancé, je ne vous balancerai pas. » Vous voulez notre accord pour filer nos factures? Uniquement vos honoraires. Je devrais dire vos sur-honoraires. À la brigade financière? Oui, monsieur. Est-ce que d'une certaine façon... Non, monsieur. Cela ne touche en aucune façon vos droits à la plus stricte et scrupuleuse confidentialité dans tous les autres domaines de la relation entre client et avocat. Je suis votre avocat, sachez-le bien. Donc, du point de vue carrière, il a sauvé sa carrière. La morale triomphe, si on peut dire. J'ai opté pour une firme sur l'autre rive du fleuve à Memphis. Memphis?
Ce serait marrant que moi qui ai fait Harvard et que toi qui fais de la prison, on fréquente tous les deux des truands. Cette alerte dans laquelle vit un avocat parce qu'il est cerné par des tueurs, je l'ai vécu pendant la guerre d'Algérie. Un soir, j'arrive à la buvette du palais et la serveuse me dit « Maître, vos deux confrères, un tel et un tel, viennent d'être embarqués. » Bon, j'ai dit « Écoutez, je m'en vais tout de suite, je vous commande rien. » Mais là, j'ai pas couru comme Tom Cruise, nous ne sommes pas des sportifs. Je suis sorti, j'ai pris un taxi et je suis pas rentré chez moi. Donc cette atmosphère lourde, ça existe. Ici, une question se pose qu'on me pose souvent. Mais quand votre client coupable est acquitté, ça vous fait rien? Je dis d'abord, s'il est acquitté, c'est que le procureur n'a pas été à la hauteur de la tâche. Je me rends compte là-dessus avec Tom Cruise. Quand il dit au type, c'est à vous de faire ce boulot. À vous, FBI, de faire ce boulot, c'est pas à moi. Je suis avocat, j'ai coincé mon cabinet. C'est vous le flic, Clarence. À vous de coincer les autres. Mais coincé pourquoi? Surfacturation? Usage frauduleux du pli postal? Passionnant? C'est pas bandant, mais ça peut faire mal. 10 000 $ d'amende et 5 ans de prison. C'est le tarif pour chaque infraction. Voilà comment je vois cette profession. Dans notre séquence ping-pong, ce soir, je reçois Jean-Pierre Mocky pour son dernier film, Le Deal. Film avec Jean-Claude Dreyfus, Jackie Berroyer, Jean-François Stévenin et Alison Arngrim, on en reparlera, et Renaud. Jean-Pierre Mocky, bonsoir. Bonsoir, mon cher, bonsoir. Alors, moi, je ne voudrais pas être à la place du critique parce que Jean-Pierre Mocky n'a pas la réputation d'être tendre avec les critiques. Ben non, mais si vous voulez, les critiques, il faut qu'il y en ait. Mais ils aiment le cinéma, mais ils aiment un certain cinéma. Et pas forcément le mien. Alors, ce soir, ce sera Pierre Vavasseur qui va passer à la Moulinette. Pierre Vavasseur du Parisien. Alors, le Parisien, alors voilà ce qu'on peut trouver aussi devant le cinéma. Le Brady, puisque ce film passe au Brady. Alors, on voit en bas, savoureux, à tout pour devenir culte, excellent Dreyfus. Le Parisien, vous avez Libération, le Nouvel Obs, Journal du Dimanche, qui sont tous très très élogieux sur le film. Et on va voir que, alors, ce qui concerne, alors parlons un petit peu de ce film. Qu'est-ce que c'est que Le Deal? C'est un marché que passe... Dreyfus, qui est un homme qui a tué sa maîtresse, et alors il cherche un alibi. Et donc le film, c'est la recherche de cet alibi. Et si demain vous tuez quelqu'un, ben, vous aurez beaucoup de mal à trouver un alibi. Et vous avez une économie aussi particulière, parce que ce film, bien sûr, vous le réalisez, vous le produisez et vous le distribuez dans une salle qui est votre salle. Oui, mais il est même sorti chez Gaumont, mais il n'y est pas resté longtemps. Jean-Pierre Mocky, avant d'écouter la critique, on va regarder un extrait de votre film et non pas la bande-annonce, parce que comme vous le dites, la bande-annonce c'est trop cher. Alors, on regarde. C'est là où on s'est rencontrés? Ah oui, je t'ai plu, tu m'as plu, il a plu. Il y en a de l'eau qui est passée sous les ponts, hein. Qu'est-ce que tu racontes? Rien, ma puce. Allez, si on rentrait. Attends, il faut que je te parle. Si cette histoire de divorce était vraie, ce serait déjà dans les journaux, monsieur le député. Alors maintenant, t'appelles ta femme et tu lui dis que tu viens vivre avec moi. Ouais, c'est vrai. Mais t'es la seule informée. Eh ben voyons, appelle-la. Non. Appelle-la. Désolé, mais le divorce n'est pas prononcé. Laisse tomber, je vais le faire moi-même. Oh, mon Dieu, donne-moi le téléphone. Non. Voilà, bien. Jean-Pierre Mocky, maintenant qu'on a vu un extrait, on peut écouter parler de Pierre Vavasseur et sa critique. Je vous en prie. Mais j'ai pas vu son film. Alors, il va dire. Bonjour Jean-Pierre, j'ai rien contre vous du tout. Non, Jean-Pierre, là, vous faites un peu n'importe quoi. Voilà. Je peux vous le dire. C'est-à-dire que vous êtes un cinéaste culte. Voilà. Vous le savez. Sous prétexte que maintenant vous vous amusez à tourner, voilà. Et sous prétexte aussi que beaucoup de grands acteurs, de grandes signatures ont envie de tourner avec vous, simplement pour ça, comme si c'était une cour de récréation où on allait faire un... Alors, pour la cour de récréation dont il parle, il faut penser que Bourvil, Fernandel, Michel Serrault, Jean Poiret, Jacqueline Maillan ont eu leur meilleur rôle chez moi. Donc pour eux, c'est peut-être plus qu'une cour de récréation, puisque quand ils sont morts et qu'on a fait leur nécrologie, mes films étaient en tête. Alors je comprends, il y a une chose qu'on ne peut pas vous enlever. C'est que vous redonnez leur chance, si je puis dire, ou en tout cas vous allez chercher des acteurs que plus personne ne va chercher. Le reste est consternant, Jean-Pierre, c'est consternant. Voilà, ce que vous alors faites. lui, il est consterné, mais moi aussi. Lui, il met des étoiles. Et il met des étoiles à des films qui sont dans le vent. Alors j'ai peur d'être celui dont il peut dire du mal
Alors qu'il dit du bien de tout, il peut pas Oui, dire. mais enfin, il le dit gentiment. Mais juste je voudrais revenir sur les acteurs. Est-ce qu'il y en a qui ont refusé de jouer avec vous? Ou des acteurs que vous auriez aimé? Il y en a deux que lui, il pourrait rencontrer. C'est Gérard Lanvin et Vincent Lindon. Ah oui? Mais ils ne veulent pas tourner avec moi. Alors justement, pour la raison qu'ils savent que lui et certains autres ne vont pas aimer le film. Donc, ils ne veulent pas être dans un coup foireux, ils veulent avoir des bonnes critiques classiques. Pourquoi Mocky est vécu comme un coup foireux par certains acteurs? Pour les recettes, oui, je ne peux pas faire avec des recettes. Vous savez, les Jean Vigo, les gens Orson Welles, c'est des gens comme ça, Jean-Pierre Melville, nous avons toujours été mis un peu en dehors des normes, parce que je ne fais pas camping, moi. Je suis comme un peintre qui a décidé brusquement de faire des toiles qui lui plaisent, plutôt que de faire des toiles qui se vendent, des toiles à la mode. Écoutons. Alors, écoutons-le, lui. Très franchement, si on le regarde bien, Au scalpel, si on le découpe un petit peu, on s'aperçoit qu'on n'y comprend rien, en fait. On voit Alors pas- là, c'est pas vrai. Il est simple comme bonjour, le film. Un type cherche un alibi, il n'y a pas plus simple. Bon, il commence par tuer sa maîtresse. Pour s'en débarrasser. et après ça part absolument en quenouille. Vous passez votre temps à essayer de trouver un alibi Qui va remplacer un alibi, qui va remplacer un alibi. Ben, c'est et le vous pensez film. que ça fait, comme vous dites, une comédie grand public. Moi, je pense que ça fait pas une comédie grand public. Je pense que ça fait Un film de patronage. Et ça fait d'autant plus un film de patronage, Jean-Pierre, Voilà. que vous ne dirigez plus vos acteurs, Ah, pardonnez. c'est faux, mes acteurs sont dirigés. Demandez à Dreyfus, il a trouvé que je le dirigeais très bien. Moi, vous faites quelque chose de fondamentalement ridicule. Personne ne voudrait d'un travail comme ça chez un éditeur. Personne n'en veut. Erreur, parce que j'ai eu deux. Je fais que des livres en ce moment. Alors là, ça tombe mal pour lui. Mais il est très gentil. Il est très Et gentil. je trouve ça gênant pour vous, je trouve ça gênant pour le cinéma. La scène censée être érotique, avec le cours de masturbation pour Ah, femmes. alors là, lui, je l'attaque parce que je dis dans le film que les bonnes femmes doivent se branler toutes seules parce qu'elles n'ont pas d'orgasme. Et malheureusement, ça choque tous les mecs qui ne donnent pas d'orgasme à leurs femmes. Donc lui, il est peut-être dans ce cas-là. Vous faites jouer Alison Arngrim. Qui a été dans la petite maison dans la prairie, vous lui faites avoir des rires de folle à tel point qu'on se... Oui, mais c'est censé rire à elle. C'est pas moi qui lui fais faire des folles, c'est une folle. Donc elle rit comme une folle, mais elle rit très bien. C'est plus rire, c'est terrible pour un comédien d'être obligé de faire des choses qui font que peut-être c'est un mauvais comédien tout d'un coup. Jean-Pierre Mocky. Pourquoi faites-vous ça? Ah ben voilà. Eh bien, pourquoi je fais ça? Mais pour l'emmerder déjà, pour commencer. Et puis, je l'aime bien quand même. Oui, non. Mais la dernière question, pourquoi vous faites ça? Vous prenez du plaisir? Mais je prends du plaisir justement parce que dans l'histoire du cinéma, tous les films, par exemple Drôle de drame, qui est un film que vous devez connaître, en 1937, les gens cassaient les fauteuils. Il y avait des gars comme lui qui disaient que c'était de la merde, qu'on comprenait rien, etc. En fait, si vous voulez, la conclusion de mon petit entretien avec vous, avec grand plaisir, eh ben, c'est de dire qu'au fond, un film qui marche, c'est pas un bon film. Voilà. Le paradoxe, Alors, comme le paradoxe mien de ne Mocky. marche pas, Oui. eh ben, il doit être bon, malgré notre camarade que nous aimons beaucoup. Où est-ce qu'on peut aller voir votre... On peut aller au Brady. Voilà le Brady. Ben, le Brady, c'est quartier dans le 10e arrondissement. Oui, c'est Shanghai, c'est Voilà. Singapour, c'est Tunis, c'est Djerba. Le film commence dans la rue déjà. Voilà. avant Non, le mais cinéma. il faut y aller au Brady, mais il faut voir ce film. Pour le moment, nous ne drainons que 80 personnes par jour, c'est pas beaucoup. Mais ça va changer. Il y en a autant ici, Mais, vous voyez. Si d'ailleurs, je pouvais pense me projeter là. je pense ce soir, on en a convaincu plein. Là. Je voudrais aussi parler de Mocky s'affiche. C'est toute ma carrière que, évidemment, le Vavasseur ne connaît pas tout à fait. À travers Mais des il y a affiches, 50 interdites films, il y a 50 aussi. films avec les plus grands comédiens, avec les meilleurs critiques, donc Voilà. peut-être une de Vavasseur. Tenez, allez, pour Pierre Vavasseur, ce Voilà, film qu'il n'a pas eu. laissez-en. Oui, mais alors là, c'est des histoires de bites, ça va pas lui plaire. Voilà, mais- Alors donc, on parlait... Le Deal, un film de Jean-Pierre Mocky. Alors je rappelle... À ne pas voir parce que monsieur Vavasseur n'en veut pas. et Je donc suis c'est une certain connerie. que si Pierre Vavasseur était là, il nous dirait allez voir, Allez le faites-vous voir quand votre opinion. Jean-Claude Desfous, Jean-Pierre Stévenin qui meurt très rapidement dans la baignoire, Jackie Berroyer, Alison Green de La Petite Maison de l'Après et Renaud dans Et un très Renaud, beau alors, rôle Renaud, de chanteur. Alors, je des rues. préfère avoir comme ami Renaud, Laurent Gérard, Yann Moix et vous que de l'avoir lui. Allez, disons que Pierre Vavasseur nous compte parmi ses amis quand même. Allez, au revoir. Au revoir, merci Pierre Mocky. Quel est le pire cauchemar pour une journaliste de télévision? Que sa caméra tombe en panne justement pendant l'entretien dont elle rêvait depuis toujours.
C'est ce qui est arrivé à Annie Lemoine avec Françoise Sagan. Une panne de 30 minutes pendant laquelle les deux femmes se dirent des secrets dont on ne saura peut-être jamais rien. Annie Lemoine publie aujourd'hui chez Flammarion Les Heures chaudes, récit implacable de l'intimité d'un couple au bord du précipice. Françoise Sagan a souvent joué avec les précipices, le jeu, l'alcool, la drogue, la vitesse, l'amour. Elle a tant joué qu'il est difficile de savoir qui était vraiment celle dont on fit une icône de la fin des années 50. Dans cette passion d'auteur, Annie Lemoine nous donnera peut-être quelques éléments de réponse. Ma chère Françoise, vous là-haut, moi ici, moi en plus en face devant moi, ce qui complique singulièrement l'exercice, croyez-moi, je vous demande toute votre indulgence, mais je sais qu'elle est immense, donc de ce côté-là, je suis tranquille. Françoise Sagan est, comme tout le monde sait, entrée en littérature très tôt. Elle avait 19 ans, elle a écrit Bonjour Tristesse, Coup d'essai, Coup de maître. Elle rêvait depuis toujours d'écrire, c'était un désir profond qu'elle avait en elle. L'été de ses 18 ans, elle écrit. 19 ans, elle dépose le manuscrit chez Julliard. Julliard flash à la recherche d'auteurs nouveaux. Il se dit qu'il tient quelque chose, il la rencontre. Et effectivement, elle a quelque chose parce qu'elle est nature, elle est libre et elle est dans ses livres exactement comme elle est dans la vie. Alors Sagan est née en vrai en 1935, 5 ans avant la guerre, et elle est tombée dans une famille assez bourgeoise, on peut dire. Elle a été élevée par des parents aimants mais des parents un peu absents. Quand elle lisait ces petites pièces de théâtre qu'elle écrivait quand elle avait 12 ans, elle raconte ça très bien avec Mon meilleur souvenir, elle aurait aimé que sa mère soit au premier rang et puis applaudisse ce qu'elle avait écrit. Elle aurait aimé que sa mère la regarde, que sa mère la reconnaisse. Et peut-être que c'est pour combler un petit déficit d'amour que la petite fille s'est mise à écrire et n'a pas arrêté d'écrire toute sa vie. Le succès arrive donc à 19 ans, elle est embarquée là-dedans. Elle se voyait surtout avec le plaisir de partager ses mots, mais ce qui lui tombe dessus, elle ne l'a jamais imaginé. Bien sûr qu'elle est heureuse d'avoir des droits d'auteur pour acheter sa première Jaguar, parce qu'elle est folle des voitures de sport. Elle a toujours adoré ça, parce que son père était fou des voitures de sport. Et elle débarque aux États-Unis, parce que le livre est instantanément, Bonjour Tristesse, traduit dans plusieurs langues, le Japon, l'Allemagne, l'Italie, évidemment les Américains, qui s'entichent de cette petite Française. Elle débarque aux États-Unis, elle subit les conférences de presse, et ça, elle me l'a raconté quand on s'est vu plus tard, c'est tellement mignon cette anecdote. Elle l'a raconté avec des années de distance, mais encore en riant, parce qu'elle avait eu 8 sur 20 en anglais au bac. Alors elle arrive avec son 8 sur 20 en anglais, avec ses 19 ans, et elle signe son livre, Bonjour Tristesse, pendant 15 jours aux Américains, avec With All My Sympathies. Oui, mais With All My Sympathies, au bout de 15 jours, quelqu'un lui dit « mais ça veut dire avec toutes mes condoléances ». Alors, Sagan, elle est extraordinaire parce qu'elle raconte ça avec humour. C'est ça qui compte, c'est la vie, c'est la littérature. Oui, quand elle est dedans, enfermée, mais il y a la vie autour. Tromper non pas l'ennui, mais donner du plaisir aux amis, s'entendre et se voir rire ensemble, oublier des choses peut-être un peu douloureuses, que le temps passe, que la vie passe et que l'amour s'effiloche souvent, ça s'use, ça se recommence, mais peut-être pas toujours... voilà. Donc la fête. Oui, il y a une légende Sagan. Oui, Saint-Germain-des-Prés. Oui, il y a la légende, il y a la fête à Saint-Tropez. Mais il faut savoir que ça l'a débordé, cette légende. Elle est allée à Saint-Tropez avant Bardot, avant Vadim, avec son frère et quelques copains. Oui, il faisait la fête, mais à partir du moment où il y a eu tellement de monde à cause de Vadim et de Bardot, eh ben, elle a fui. Elle est allée en Normandie. En Normandie, où, dit-elle, elle a eu la surprise de voir la mère qui se retirait et qui revenait. Alors, quand la mère se retire, elle s'ennuie, elle va au casino, évidemment. Les parents de Sagan faisaient déjà des virées à Deauville au casino, donc c'est peut-être un peu génétique. Et ces autres précipices, l'alcool, la drogue, l'amour? L'alcool, la drogue, les autres précipices de Sagan, comme vous dites. L'alcool, oui, elle aimait boire déjà à 18 ans, elle aimait s'enivrer. Boire, non, elle n'aimait pas boire, elle aimait s'enivrer, être dans l'ivresse, oui, un whisky, champagne, les amis, la fête, ça participe aux nuits, boîtes de nuit chez Castel et ailleurs. La drogue, malheureusement, elle l'a rencontrée comme Piaf, dans un accident de voiture. Grave accident, morphine, elle prend goût à ça. Elle ira même faire une cure de désintoxication parce qu'elle sait que c'est grave ce qui vient de se passer, elle a pris le goût. Et finalement, pour s'échapper un peu, peut-être ne plus être en contact de soi, c'est doux la drogue, quand au fond de soi on a des choses un peu douloureuses. Elle disait, il y avait une phrase que j'adorais d'elle, qui est bien sûr on a des chagrins d'amour, mais on a aussi surtout des chagrins de soi-même. Il n'y a pas grand-chose à ajouter derrière ça. C'est une phrase magnifique.
Alors l'amour chez Sagan, il y a eu plusieurs amours, il y a eu 2 mariages, des mariages qui sont jamais allés très loin, avec des hommes plus âgés. Déjà, quand je dis sont jamais allés très loin, c'était à chaque fois des vraies passions pour Sagan, même s'il fallait accepter de dépendre de quelqu'un. Elle a mis du temps avant d'épouser son éditeur Schoeller, parce que c'était renoncer à son indépendance. C'était difficile d'admettre qu'un homme pouvait finalement vous rendre dépendante. Et puis il y a eu un enfant qui est né d'un 2e mariage, Denis, et elle disait quelque chose de très qu'on ne sait pas beaucoup d'ailleurs, mais elle disait, elle faisait passer la maternité avant la littérature. Avoir été mère, ça avait été quelque chose pour elle d'absolument fondamental. Mettre un enfant au monde, c'était de l'amour aussi. Des amitiés politiques, parce qu'elle a eu des amitiés politiques et même elle a été impliquée dans des affaires un peu compliquées. Elle s'est engagée, en fait c'était quelqu'un de gauche profondément. Sagan était du côté de ceux qui souffraient. Elle ne supportait pas l'injustice. Elle aimait que la gauche soit au pouvoir. Alors c'est vrai qu'on a vu le nom de Sagan dans la rubrique des faits divers. Au travers de cette histoire, on lui aurait donné de l'argent et voilà. Elle en riait beaucoup et elle disait l'argent, moi j'y comprends rien. Peut-être qu'elle avait reçu de l'argent, elle avait eu un procès, d'ailleurs elle avait été condamnée. Mais c'est évidemment qu'elle n'y comprenait rien à l'argent. Imaginez Sagan et les comptables, Sagan et l'argent. L'argent pour elle, ça avait la valeur des jetons de casino. L'argent c'était pour faire plaisir aux amis. Et elle est morte sans argent. Et absolument pompée par le fils qui lui prenait tous ses droits d'auteur. C'est injuste. Elle est morte seule. Hébergée par une amie, elle avait vendu ses bijoux, malade, à 69 ans, assez tôt. Et voilà, c'est dur. Mais cette solitude, elle la craignait, peut-être pas la solitude de fin de vie, parce qu'elle savait que la solitude, c'était toute la vie. Elle m'avait dit cette phrase, on est seul, on vit seul, on meurt seul. Est-ce que vous vous souvenez quand vous avez appris la mort de Françoise Sagan? Je me souviens parfaitement du jour, de l'heure, de l'instant où j'ai appris la mort de Sagan. C'était... J'étais au volant de ma voiture, j'allais dire comme il se doit. J'ai eu la sensation de perdre une amie proche. Je me suis arrêtée, ça m'a coupé le souffle. Sagan est morte, c'était dur à entendre. Une amie m'a envoyé un SMS, elle m'a dit vite au Flore. On est allé au Flore, on a bu une coupe de champagne, on a dit à la vie, à l'amour et à toi Françoise. Voilà, je trouve que c'est une jolie fin. Je suis très content que notre caméra ne soit pas tombée en panne. Merci beaucoup Daniel. Depuis Les Choristes, Cadmerade est devenu un des acteurs les plus courus du cinéma français. Pourtant, il vous le dira dans son journal intime, le film fut une sacrée galère à tourner. En 2007, il obtient le César du meilleur acteur dans un second rôle pour « Je vais bien, ne t'en fais pas » de Philippe Liorret. Un César, vous verrez, qu'il a peut-être un peu trop fêté. Aujourd'hui, il est à l'affiche du film de Karine Tardieu, La tête de maman, avec Karine Viard et Jane Birkin. L'histoire très touchante d'une jeune fille qui veut retrouver l'inconnu qui, un jour, a fait rire sa mère sur une photographie. Dans son journal intime, Cadmerade nous parle de celui qui lui a donné envie de faire rire, Jerry Lewis. Et il envoie un message secret à son fils Khalil. À n'ouvrir que dans 40 ans. Mais pour nous, c'est tout de suite. Ça ne vous dérange pas d'avoir un acteur avec un herpès? Je me suis levé ce matin avec un début de... Quand ça commence à te picoter le bout de la bouche et que tu es accoutumier du fait, dès que tu es un peu crevé ou un peu angoissé, là je suis fatigué, donc j'ai bien fêté là. Depuis le César, j'ai fêté, j'ai festoyé, plus la promo, plus le tournage, plus plein de trucs. Et fait que à la fin, ton corps il fait bon, maintenant ça suffit. Et moi, je fais partie des gens qui ont une espèce de herpès, c'est à vie. Hein. Tu l'as et puis il est là, il est au même endroit. Et donc je le sens monter là. Je crois que ça va pas être possible, pas être possible. Je crois que ça va pas être possible, pas être possible. Bien sûr, c'est pas possible. Oui, mon père s'appelle, pour les très intimes, il s'appelle Mohamed. Et pour les autres, il s'appelle Rémi. Voilà. C'est le problème d'arriver à très jeune en France, où il valait mieux s'appeler Rémi que Mohamed, voilà. Il partait très tôt le matin. Je me souviens parce que quand je rentrais de teuf le soir, il était déjà levé dans la salle de bain en train de se préparer pour partir. Je me rappelle, ça m'a marqué parce que moi, parfois, quand j'étais au chômage longtemps, et donc je faisais la fête, j'étais au chômage chez mes parents, donc je rentrais, mon père se levait, quoi. Oh putain. Il se levait à 5-6 heures du mat', il prenait le train de banlieue et il allait bosser à Paris. Et le soir, il rentrait, il était crevé. On mangeait devant la roue de la fortune, on regardait les infos,
après, ben voilà quoi. Au début, il a commencé, il était vraiment ouvrier, mais vraiment ouvrier avec le bleu de travail. Voilà, et il est monté. En 40 ans, il est venu au siège à Paris. Il est devenu le directeur d'exploitation de la société. Donc il est devenu important. Je sais pas, je dois avoir une quinzaine d'années. On est fan de Trust, de Téléphone, de Deep Purple. Et on monte un groupe qui s'appelle Hysteresis. À l'époque, donc Hysteresis, c'est un groupe qui ressemble beaucoup à Genesis. Et comme mon frère Reda travaillait avec Gérard Louvain à l'époque, nous on pensait que devenir des vedettes, c'était inviter des producteurs, des choses comme ça. Et que comme ça, du jour au lendemain, il te faisait devenir une vedette, quoi. Et en fait, il est venu par amitié pour mon frère, parce que bon, l'autre fois, j'ai reçu un message de Gérard, on s'en reparle encore de ce moment-là. Gérard Louvain, vous voyez qui c'est, Gérard Louvain? Et voilà, et donc c'est marrant qu'à cette époque-là, Gérard Louvain est venu me voir jouer avec mon groupe à Villabé, j'avais 15 ans, et il a fait... il a écouté tous les morceaux, il n'y avait que de l'instrumental, je veux dire, ça n'avait aucun intérêt, tu vois. Et il a dit, ah oui, ça ferait une bonne musique de film. C'est drôle. Christophe Baratier, je l'ai rencontré bien avant qu'il fasse ses choristes, grâce à ma femme, qui était l'amie de sa femme. Voilà, on dînait ensemble, c'était un pote, quoi, un mec que je connaissais. Et il me dit, tiens, je vais faire un long métrage, et je voudrais faire un remake de La Cage aux Rossignols. J'ai pensé au fond de moi, mais oh là là, où il va là? Pourquoi il fait ça? Pourquoi il fait pas un film? Pourquoi il a du talent et tout? Pourquoi il va chercher un truc? Tu vois, non mais le mec, elle super le nez, quoi. Après, il me fait écouter les premières maquettes des chansons, parce que c'est lui qui a écrit la plupart des chansons. Et j'écoute ça. Et quand on entend ça la première fois, tu trouves ça joli. Mais tu dis pas que la France entière va les chanter. Et je me retrouve à faire les choristes. Et quand on tourne le film, il y a plein de galères sur ce film. Il n'y a pas assez d'argent pour machin. Il y a les intermittents qui font la grève parce que c'est la grosse grève à l'époque. C'est la canicule. Les mômes sont habillés en 1940. Ils tombent tous comme des mouches tellement il fait chaud. Ce film, tu te dis, mais on va jamais le finir. Et à la fin, Christophe, Jacques Perrin arrive. Tout le monde y met un peu du sien. Et à la fin, on fait les choristes. Voilà. Un clown est mon ami, un clown bien ridicule, et dont le nom s'écrit en gifle majuscule. Pas beau pour un empire, plus triste qu'un chapeau, il boit d'énormes rires. En fait, Jerry Lewis, c'est un premier choc pour moi. C'est-à-dire que Dr. Jerry and Mr. Love, quand il est passé à la télé pour la première fois, je ne sais pas quel âge j'avais, mais je peux vous dire que ça m'a fait un choc. Parce que c'est un film où on voit un acteur qui est terriblement vilain au début du film, très drôle, très burlesque, qui devient la classe incarnée quand il prend sa potion. C'est-à-dire qu'il est d'une... c'est un travail de comédien, d'acteur extraordinaire. Il est à la fois drôle et à la fin, c'est très triste. C'est comme un film de Capra en vérité. C'est pour ça que je peux citer aussi James Stewart et La vie est belle. C'est-à-dire que c'est des films où tu rigoles, où t'es là, t'es lâché, machin, et à la fin, tu pleures. Et moi, je me souviens quand j'étais môme, j'avais été impressionné par ce clown triste. Je pense que c'est ce genre de film qui te donne envie, quoi. Faire rire et puis aussi émouvoir. Je pense que c'est ça c'est le summum, quand même. Bah, mon fils, Khalil, là, au moment où j'enregistre ce message, tu as 3 ans. Mais ce qu'on aimerait, c'est que tu ne vois ce message que quand tu auras 43 ans. Donc mon âge. Donc regarde, à quoi tu peux ressembler? Qu'est-ce qu'il a pris dans la gueule en 20 ans? Il y a plein de trucs qui se passent en ce moment. Il y a des guerres, des problèmes de réchauffement de la planète, tout ça. Il y a plein de problèmes. J'espère que tu subiras pas les dégâts qu'on est en train de causer nous. L'important, c'est que tu fasses ce que tu veux. Je pense que là, aujourd'hui, tu fais ce que tu aimes et ce que tu veux. Et que tu as eu suffisamment d'amour pour te sentir bien dans la vie. Voilà. Khalil, je t'aime.
Notre performance ce soir sera assurée par Michael Gregorio, l'imitateur. J'aurais voulu être chanteur, spectacle au Café de la Danse, 10 et 14 avril 2007. Michael Gregorio. Bonsoir. Bonsoir. J'ai envie de dire 1m62. Oui, c'est vrai. Et en période électorale, je trouve que tant de voix dans une si petite caisse, c'est du bourrage d'urne. Ça vous dit quelque chose? Oui, pourquoi pas. Non, c'est étonnant. Quand on vous entend, le physique que vous avez semble... On se dit, il a un amplificateur à l'intérieur. Alors dites-nous, est-ce que c'est le cas? Oui, en fait, c'est de la triche, c'est que des bandes son, et moi je ne fais rien, c'est que du playback en fait. Bon, alors votre spectacle, il est très moderne et très différent des imitateurs classiques qu'on peut rencontrer. D'abord, vous avez quatre musiciens avec vous. Un petit écran géant. Voilà, des écrans géants qui un relaient. Pas beaucoup. Oui, moi, on donne l'impression qu'il y en a plein. Voilà, voilà. Et le chanteur que vous imitez, parfois, est derrière vous et il y a un relais sur Edith entre Piaf, les deux. sur Jacques Brel ou sur Ed Sheeran, par exemple. Alors, il y a donc de la jeune génération. Qui on trouve dans la jeune génération alors? Raphaël Delerme, M, Cali. Grand Corps Malade. Grand Corps Malade. Enfin, Petit Corps Valide en fait. Petit Corps Valide, oui, d'accord. Parce que voilà, vous avez adapté un petit peu le format. C'est plus un clin d'œil qu'une imitation. Voilà, mais les grands classiques, donc il y a Ray Charles. Ray Charles, voilà, Pavarotti, Brel, Piaf. Voilà, ça c'est des des grands classiques. Voilà, les grands classiques. Mais vous avez commencé, est-ce que vous vous souvenez la première voix que vous avez imitée? J'ai pas vraiment de souvenir de ça. Peut-être que c'était Gérard Miller en fait. Oui. J'étais ado et je le voyais chez Michel Drucker et puis je faisais pas du tout d'imitation, ça m'intéressait. Mais alors pas du tout. Moi je faisais du théâtre et j'adorais ça. Et je le voyais comme ça un peu ce psy un peu à la télé, comme ça m'intriguait. Et j'écrivais des sketchs et des scénettes à l'époque. Et je l'avais intégré dans un personnage de sketch en fait. Et donc ça faisait. Alors bonsoir, c'est Gérard Miller. Alors je faisais un petit peu psychanalyse comme ça, mais bon. Alors du coup, maintenant il est plus dans le spectacle, il n'y a pratiquement plus de voix parlée, sauf une, et c'est un chanteur, c'est Elie Semoun, voilà. Alors vous avez, on le sait, commencé par Graines de Star, hein, ça a été un tremplin. Et à cette époque-là, quand est-ce que vous avez basculé dans l'imitation? Vous vouliez faire du théâtre? En fait, je voulais faire soit du théâtre, soit de la musique en fait. Et j'ai un ami qui avait fait cette émission. Et il me dit, mais il recherche d'urgence un imitateur, est-ce que tu voudrais pas envoyer un CD? Je sais que tu fais des voix. Et donc j'ai été pris, et puis finalement j'ai gagné deux fois de suite, et ça a démarré comme ça. Vous avez été repéré par Laurent Ruquier, qui a décidé de vous produire. Et alors, qu'est-ce que vous allez nous proposer qui va les faire se taire complètement? C'est un truc très soft, c'est un petit clin d'œil à Coluche, avec le texte de Laurent Ruquier, avec l'imitation de Jean-Jacques Goldman sur Patois. D'accord. Alors, on va écouter Michael Gregorio qui va, pour nous offrir un extrait de son spectacle « J'aurais voulu être chanteur » que vous retrouverez au Café de la Danse du 10 au 14 avril. On écoute Michael Gregorio, s'il vous plaît. Salut, c'est Jean-Jacques Goldman, j'ai écrit un petit texte pour un ami à moi. Unir nos forces jusqu'à chanter, appeler les potes comme chaque année, c'est qu'on prolonge les enfoirés pour être en nombre et collecter. Oh, ce serait juste que ce soit fini, les restos durs, c'est pas permis. Il faut qu'on remplace ces chefs d'État, mais rien ne se passe. On pense à toi. Faut que t'apprennes qu'on en est là. 20 ans de peine et sans toi. Et sans toi. Et sans toi. Michael Gregorio. Michael Gregorio, un extrait de J'aurais voulu être chanteur du 10 au 14 avril. Là, on écoute Michael Gregorio
qui nous propose un autre extrait de son spectacle. Juste un petit excès de voix. Un tout petit Voilà. extrait. C'est très très court. Hein. Voilà, alors on se concentre. Maria gracia plena, Maria gracia plena, ave, ave, Dominus tecum. Voilà. Voilà ce duo d'un ténor et d'un autre contre, pas facile à faire. En tout cas, bravo, merci Michael Gregorio. Je répète, Michael Gregorio, j'aurais voulu être chanteur du 10 au 14 avril 2007 au Café de la Danse. Alors, vous allez faire un petit plaisir, choisissez la voix que vous voulez pour dire là-bas. C'était Café Picouli et à vendredi soir, c'est comme vous voulez. Bonsoir, c'est Elise Moon. Bon bah écoutez, bonsoir. C'était Café Picouli. C'était Café Picouli et à vendredi soir. Voilà. Au revoir. Merci. Comme vous l'avez entendu, c'était Café Picouli et à vendredi soir. N'oubliez pas, vous pouvez nous retrouver pendant toute la semaine sur france5.fr et restez avec nous pour le dossier Schaeffer présenté par Arnaud Poivre d'Arvor. Voilà, merci. Et à vendredi prochain, sans la voix d'Élise Moon, désolé. Merci en tout cas, c'était très sympa. Merci beaucoup.